Bonsoir, bienvenue sur la voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Je sais pas si cette formule est terrible, bienvenue sur la voix de Morgane. Je suis pas folle de ça. Je crois que je vais me contenter de vous dire bienvenue maintenant. Ou bonjour. Ou bonsoir. Peu importe. J'aime pas trop les formules toutes faites. Voilà. Première chose. Deuxième chose, avant de commencer la lecture, vous savez déjà de quoi il s'agit. Mais et j'avais encore un doute en ce qui me concerne. Mais non, ça y est, j'ai choisi. Donc là, il s'agira de Mary Shelley, Frankenstein, ou le Prométhée moderne. Et avant donc de commencer cette lecture, je voulais vous parler d'un livre que j'ai lu hier soir. Raison pour laquelle j'ai cette petite tête. J'ai rarement, très rarement, voire quasiment jamais, voire jamais été aussi émue, bouleversée par un livre que par celui-ci. Pourtant j'en ai lu des beaux ces dernières années. Là il s'agit d'un livre français, un livre qui est classé dans la poésie. Je sais que certains peuvent être butés par la poésie, ce n'est pas mon cas. Et là je vais arrêter de faire du suspense. En fait, il s'agit de Bernard Chambaz. Et je ne sais pas si vous avez déjà lu Bernard Chambaz. J'aime sa façon d'écrire, qui est subtile, sensible et simple. En tout cas, c'est le résultat. Je ne pense pas que ce soit si simple d'écrire comme cela. Et là, il s'agit de Sans savoir où la luge s'arrêtera aux éditions Julliard. Alors, je n'ai aucun partenariat, je préfère le préciser. Je voulais juste vous faire part de mon coup de cœur. Je pourrais vous montrer le livre, mais en fait, ça va être en miroir, mais je vais quand même le montrer. Voilà, vous avez une idée de la couverture comme ça. Elle est bleue et c'est écrit en jaune et elle est belle tout simplement. Et c'est un livre magnifique. Une histoire d'amour incroyable. Voilà, une histoire d'amour incroyable et bouleversante. Et si un jour, par hasard, il voyait cette vidéo avec « Je suis encore émue en parlant ». C'est terrible. En plus, il se trouve qu'à un moment donné, j'ai retrouvé, je publiais ce jour-là une lecture, rien à voir, Le Château des Carpates, sauf que peut-être que vous avez vu ma dernière lecture du Château des Carpates. À un moment, j'ai été saisie par une émotion et j'ai retrouvé les mêmes mots qui ont provoqué cette émotion dans ce livre. Et j'ai trouvé ça assez formidable, cette coïncidence et ce hasard. Et donc, si jamais il voyait cette vidéo, je voulais simplement le remercier, lui et je veux pas ça plus que reine à tout jamais. Voilà, pour ce partage, tout simplement.
Et ça va être dur de lire après ça. Je suis encore bouleversée apparemment. Donc allons-y avec Mary Shelley qui a connu aussi une très belle histoire d'amour et qui a laissé un journal que je ne sais pas si la traduction me permettrait de le partager avec vous, mais néanmoins j'ai une traduction de Frankenstein et c'est ainsi que je vais commencer ce livre, tout simplement cette lecture. J'ai été très longue pour l'introduction, je vous remercie si vous m'avez écouté et je vous recommande encore une fois ce livre, Sans savoir où la luge s'arrêtera, de Bernard Chambaz. Attendez, je vais vous lire juste un extrait, je prends totalement au hasard. Page 66, 11. Les premiers temps, tu dormais beaucoup ou te reposais sur le canapé du salon. Ta voix était si faible que j'avais disposé à ton chevet une soucoupe et une petite cuillère pour carillonner. Je restais sur le qui-vive, mais le plus dur commençait, au retour des courses, te convaincre de manger, insister sans trop insister, pour ne pas t'agacer, te prendre au dépourvu avec des dattes ou des pistaches, suggérer un carré de chocolat avec de la verveine. Rappelé à l'ordre, j'appris à ne pas te couper la parole, à ne pas anticiper et à ne pas répliquer, ne pas m'immiscer, plus que je ne le devais dans l'histoire de ton corps. Nous ne pouvions pas scier la branche sur laquelle nous étions assis. Et j'aurais envie de vous le lire tout entier, mais je ne peux pas. Donc c'est juste un conseil de lecture. Voilà. Et donc, commençons avec Mary Shelley et Frankenstein. Créateur, t'ai-je demandé de me tirer de l'argile pour me faire homme? T'ai-je sollicité pour m'arracher du néant? John Milton, Le paradis perdu. À William Godwin, auteur de La justice politique, de Caleb Williams, etc. Ces volumes sont respectueusement dédiés par l'auteur. William Godwin était le père de Mary Shelley. Je passe la préface. Lettre première à Madame Saville, en Angleterre, Saint-Pétersbourg, 11 décembre 1700. Vous serez bien aise d'apprendre qu'aucun malheur n'a troublé le commencement d'une entreprise que vous avez envisagée avec de funestes pressentiments. Je suis arrivée ici hier, et mon premier devoir est d'informer ma chère sœur que ma santé est bonne et ma confiance plus grande dans le succès de mon entreprise. Je suis déjà loin au nord de Londres et, quand je me promène dans les rues de Saint-Pétersbourg, je sens se jouer sur mes joues la brise froide du nord qui me resserre les nerfs et me remplit de volupté. Comprenez-vous cette sensation ? Cette brise qui est venue des régions à travers lesquelles je m'avance me donne un avant-goût de ces climats glacés. Inspirée par ce vent précurseur, je sens que mes idées deviennent plus ardentes et plus vives. Je m'efforce en vain de me persuader que le pôle est le siège de la glace et de la désolation. Il se présente toujours à mon imagination comme le pays de la beauté et du plaisir. Là, Marguerite, le soleil est toujours visible. Son large disque borde presque l'horizon et répand un éclat perpétuel. De là, car, avec votre permission, ma sœur, j'aurai quelque confiance dans les navigateurs qui m'ont précédé. De là, dis-je, la neige et la glace sont bannies, et, naviguant sur une mer calme, on peut être transporté dans une terre qui surpasse en prodige et en beauté
tous les pays jusqu'ici découverts sur le monde habitable. Ses productions et ses traits peuvent être sans exemple, comme les phénomènes des corps célestes le sont sans doute dans ces solitudes inconnues. Que ne peut-on pas espérer dans un pays où brille une lumière éternelle? J'y découvre la puissance étonnante qui attire l'aiguille, et je puis fixer une foule d'observations célestes qui n'ont besoin que de ce voyage pour rendre invariables leurs excentricités apparentes. Je rassasierai mon ardente curiosité en voyant une partie du monde qui n'a jamais été visitée avant moi, et je puis fouler une terre qui n'a jamais été pressée par les pieds d'un mortel. Voilà ce qui m'attire, et cela me suffit pour bannir toute crainte du danger ou de la mort, et m'encourager à commencer ce pénible voyage avec la joie qu'éprouve un enfant lorsqu'il s'embarque sur un petit bateau un jour de fête avec ses camarades, pour l'expédition d'une découverte sur la rivière qui baigne son pays natal. Mais, en supposant que toutes ces conjectures soient fausses, vous ne pouvez contester le service inappréciable que je rendrai à toute l'espèce humaine jusqu'à la dernière génération en découvrant près du pôle un passage à ces contrées où, pour arriver, il faut maintenant plusieurs mois, ou bien en constatant le secret du magnétisme, ce qui, à moins que ce ne soit impossible, ne peut avoir lieu que par une entreprise comme la mienne. Ces réflexions ont calmé l'agitation avec laquelle j'ai commencé ma lettre, et je sens mon cœur se remplir d'un enthousiasme qui m'élève jusqu'au ciel, car rien ne contribue tant à tranquilliser l'esprit qu'un projet bien ferme sur lequel on puisse fixer son attention. Cette expédition a été le songe favori de mes premières années. J'ai lu avec ardeur les récits des différents voyages qui ont été faits dans le but d'arriver à l'océan Pacifique du Nord, à travers les mers qui entourent le pôle. Vous devez vous souvenir que l'histoire de tous les voyages entrepris dans l'intention de faire des découvertes composait la bibliothèque entière de notre bon oncle Thomas. Mon éducation fut négligée. Cependant, j'aimais la lecture avec passion. J'étudiais ces livres nuit et jour, et la connaissance que j'en eus augmenta le regret que j'avais éprouvé comme un enfant en apprenant que mon père, au lit de la mort, avait défendu à mon oncle de me laisser embrasser l'état de marin. Ces visions s'affaiblirent lorsque je lus, pour la première fois, ces poètes dont les effusions pénétraient mon âme et l'élevaient jusqu'au ciel. Je devins poète aussi, et pendant une année je vécus dans un paradis de ma propre création. Je pensais pouvoir obtenir aussi une place dans le temple où sont consacrés les noms d'Homère et de Shakespeare. Vous savez combien je me trompais, et quelle peine j'eus à supporter mon malheur. Mais, justement, à cette époque, j'héritais de la fortune de mon cousin, et mes pensées se reportèrent à mes premières inclinations. 6 ans se sont écoulés depuis que j'ai pris la résolution que j'exécute en ce moment. Je puis, même à présent, me souvenir de l'heure où je me suis dévouée à cette grande entreprise. J'ai commencé par accoutumer mon corps à la fatigue. J'ai accompagné les pêcheurs de baleines dans plusieurs expéditions à la mer du Nord. J'ai enduré volontairement le froid, la faim, la soif et l'insomnie. Souvent, pendant le jour, je supportais des travaux plus rudes qu'aucun des matelots, et je passais mes nuits à étudier les mathématiques, la théorie de la médecine et ces branches de sciences physiques dont un homme ami des entreprises maritimes peut souvent tirer le plus grand avantage. 2 fois même, je me suis engagée comme contremaître pour la pêche du Groenland, et je me suis acquittée à merveille de mes fonctions. Je dois avouer que je sentis un petit mouvement d'orgueil lorsque le capitaine m'offrit la seconde dignité du vaisseau et me supplia de rester.
avec le plus grand empressement tant il appréciait mes services. Et maintenant, ma chère Marguerite, ne méritais-je pas d'accomplir quelques grands projets? J'aurais pu passer ma vie dans l'aisance et le plaisir, mais j'ai préféré ma gloire à tous les attraits que la richesse plaçait devant moi. Ah, que quelques voix encourageantes me répondent du succès. Mon courage et ma résolution sont inébranlables, mais mes espérances sont incertaines et mon esprit est souvent humilié. Je vais entreprendre un voyage long et difficile. Les dangers que je courrai demanderont tout mon courage. J'aurai besoin non seulement de relever les esprits des autres, mais quelquefois de soutenir les miens lorsque les leurs se découragent et s'abattent. Cette saison est la plus favorable pour voyager en Russie. On vole sur la neige dans des traîneaux. Le mouvement en est doux et, à mon avis, beaucoup plus agréable que celui d'une diligence anglaise. Le froid n'est pas excessif lorsqu'on est enveloppé de fourrure, et j'ai déjà adopté ce costume, car il y a une grande différence de se promener sur un pont ou de rester assis pendant plusieurs heures, sans faire un mouvement et sans qu'aucun exercice n'empêche le sang de se glacer dans les veines. Je n'ai nullement l'ambition de perdre la vie sur la grande route entre Saint-Pétersbourg et Arkhangelsk. Je partirai pour cette dernière ville dans 15 jours ou 3 semaines, et mon intention est d'y louer un vaisseau, ce qui est bien facile en payant caution au propriétaire, et d'engager autant de matelots que je croirais nécessaire parmi ceux qui sont accoutumés à la pêche de la baleine. Je ne compte pas mettre à la voile avant le mois de juin. Et quand reviendrai-je? Ah, ma chère sœur, comment répondre à cette question? Si je réussis, bien des mois, des années peut-être s'écouleront avant que nous puissions nous voir. Dans le cas contraire, vous me reverrez bientôt ou jamais. Adieu, ma chère, mon excellente Marguerite, que le ciel verse sur vous ses bénédictions et qu'il me conserve afin que je puisse vous témoigner sans cesse ma reconnaissance pour toute votre amitié et vos bontés. Votre affectionné frère, R. Walton. Lettre 2 à Madame Saville, en Angleterre, Arkhangelsk, 28 mars 1700. Que le temps passe lentement ici, entouré comme je suis par la glace et la neige. Cependant, j'ai fait un second pas dans mon entreprise. J'ai loué un vaisseau et je suis occupée à rassembler mes marins. Ceux que j'ai déjà engagés paraissent être des hommes sur lesquels je puis compter et sont doués, sans en pouvoir douter, d'un courage intrépide. Mais il est un objet, un seul objet, dont je n'ai pu encore jouir, et l'absence de ce bien est pour moi le plus grand des maux. Je n'ai pas d'amis, Marguerite. Si je suis animée par l'enthousiasme du succès, je n'aurai personne pour partager ma joie. Si je tombe dans le découragement, personne n'essaiera de relever mon courage. Je confierai mes pensées au papier, il est vrai, mais c'est une triste ressource pour l'épanchement de ce qu'on éprouve. Je voudrais avoir pour compagnon un homme capable de sympathiser avec moi, dont les yeux répondissent aux miens. Vous pouvez me croire romantique, ma chère sœur, mais je sens cruellement le manque d'un ami. Que n'ai-je auprès de moi une personne qui soit en même temps douce et courageuse, douée à la fois d'un esprit cultivé et capable, dont les goûts ressemblent aux miens, qui puisse approuver ou corriger mes plans. Combien un semblable ami réparerait les fautes de votre pauvre frère? Je suis trop ardent dans l'exécution et trop impatient des difficultés, mais ce qui est pour moi un malheur encore plus grand, c'est que je n'ai reçu qu'une demi-éducation, car pendant les 14 premières années de ma vie,
je courais dans les bois çà et là et ne lisais que les livres de voyage de notre bon oncle Thomas. À cet âge, je devins familier avec les poètes célèbres de notre patrie. Je sentis aussi la nécessité d'apprendre d'autres langues que celles de mon pays natal, mais cette conviction fut chez moi trop tardive pour que je pusse en recueillir les plus précieux avantages. J'ai maintenant 28 ans et suis en vérité plus illettré que bien des écoliers de 15 ans. Il est vrai que j'ai réfléchi davantage et que mes idées sont plus étendues et plus grandes. Mais, comme disent les peintres, elles manquent de fond. Et j'ai bien besoin d'un ami qui ait assez de bon sens pour ne pas me regarder comme un romantique et qui m'affectionne assez pour essayer de régler mon esprit. Plaintes inutiles, ce n'est certainement pas sur le vaste océan que je trouverai un ami. Non plus qu'Archangel au milieu des marchands et des marins. Cependant, il y a place dans ces cœurs à des sentiments qui semblent ne pouvoir s'allier avec l'écume de la nature humaine. Mon lieutenant, par exemple, est un homme d'un grand courage et d'une audace étonnante. Il aime la gloire avec passion, c'est un Anglais, et, au milieu des préjugés de son pays et de son État, qui ne sont pas adoucis par la culture, il conserve quelques-unes des plus nobles qualités de l'humanité. J'ai fait autrefois sa connaissance à bord d'un bâtiment destiné à la pêche de la baleine. Je l'ai retrouvé dans cette ville sans occupation et je l'ai facilement engagé à m'assister dans mon entreprise. Le maître est un homme d'un talent très distingué et se fait remarquer sur le vaisseau par sa modération et la douceur de sa discipline. Il est vraiment d'un naturel si bon qu'il ne chassera pas, amusement favori et presque le seul qu'on trouve ici, parce qu'il ne peut souffrir de verser le sang. En outre, il est d'une générosité héroïque. Il y a quelques années qu'il était amoureux d'une demoiselle russe, qui n'avait qu'une fortune médiocre. Possesseur d'un capital considérable, amassé dans ses courses maritimes, il obtint sans peine que le père de la jeune fille consentît au mariage. Il la vit une fois avant le jour de la cérémonie. Elle était baignée de larmes. Elle tomba à ses pieds, le supplia de l'épargner et lui avoua en même temps qu'elle aimait un jeune russe, mais qu'il était pauvre et que son père ne voudrait jamais les unir. Mon généreux ami rassura cette malheureuse personne, s'informa du nom de son amant et abandonna de suite toute prétention. Il avait déjà acheté de son argent une ferme dans laquelle il avait le dessein de passer le reste de sa vie. Mais il donna tout à son rival et, pour qu'il pût acheter du bétail, il joignit à son premier don le reste de ses profits dans les prises. Il sollicita lui-même le père de la jeune fille pour qu'il consentît à l'unir avec celui qu'elle aimait. Mais le vieillard, se croyant engagé d'honneur avec mon ami, refusa obstinément. Celui-ci, pour fléchir l'inexorable père, quitta son pays et n'y revint que lorsqu'il apprit que sa maîtresse était mariée suivant son inclination. Quel noble compagnon, vous écrirez-vous. Tel est son caractère, mais il a passé sa vie entière à bord d'un vaisseau, et à peine a-t-il une idée hors des cordages et d'un haut pont. Pourtant, si je me plains un peu, ou si je puis concevoir dans mes travaux une consolation que peut-être je ne connaîtrai jamais, ne croyez pas que je sois incertain dans mes résolutions. Elles sont invariables comme le destin de mon voyage n'est maintenant différé que jusqu'à ce que le temps me permette de mettre à la voile. L'hiver a été horriblement dur, mais le printemps s'annonce favorablement et cette saison paraît même fort avancée. Ainsi, je m'embarquerai peut-être plus tôt que je ne m'y étais attendu. Je ne ferai rien avec témérité,
Vous me connaissez assez pour avoir confiance en ma prudence et en ma circonspection toutes les fois que la sûreté des autres est commise à mes soins. Je ne puis vous dépeindre tout ce que j'éprouve en me voyant si près de mettre mon entreprise à exécution. Il est impossible de vous donner une idée de cette sensation incertaine, agréable et pénible à la fois, qui m'agite au moment de mon départ. Je vais dans des régions inconnues, dans la patrie des brouillards et de la neige. Mais je ne tuerai aucun albatros, ne soyez donc pas alarmés sur mon sort. Vous reverrai-je encore, après avoir traversé des mers immenses et doublé le cap le plus au sud de l'Afrique ou de l'Amérique? Je ne puis m'attendre à un pareil bonheur. Et cependant, je n'ose regarder le revers du tableau. Continuez à m'écrire par toutes les occasions. Je puis recevoir vos lettres, quoique la chance soit fort douteuse, au moment où j'en aurai le plus besoin pour soutenir mon courage. Adieu, adieu, je vous aime bien tendrement. Souvenez-vous de moi avec affection. Dussiez vous-même ne plus entendre parler de votre affectionné frère, Robert Walton. Il y avait une citation dans la patrie des brouillards et de la neige, le dit du vieux marin de Samuel Taylor Coleridge. On les retrouve tous. Lettre 3 à Madame Saville en Angleterre, 7 juillet 1700. Ma chère sœur, je vous écris quelques lignes à la hâte pour vous dire que je suis en bonne santé et fort avancée dans mon voyage. Cette lettre parviendra en Angleterre par la voie d'un marchand qui retourne d'Archangel dans sa famille. Il est plus heureux que moi qui, pendant quelques années, ne pourrai peut-être revoir ma patrie. Je suis cependant dans de bonnes dispositions. Mes hommes sont courageux et semblent fermes dans leurs projets. Ils ne paraissent pas découragés par les bancs de glace que nous rencontrons continuellement et qui nous indiquent les dangers du pays vers lequel nous nous dirigeons. Nous avons déjà atteint une latitude très élevée, mais nous sommes dans le fort de l'été et, quoiqu'il ne fasse pas aussi chaud qu'en Angleterre, les vents du sud qui nous portent avec vitesse vers les rives où je désire si ardemment arriver renouvellent sans cesse une chaleur à laquelle je ne m'étais pas attendue. Jusqu'ici, nul événement qui soit digne d'être rappelé. Un ou deux coups de vent et un mât brisé sont des accidents dont un navigateur expérimenté se souvient à peine de faire mention, et je serais bien heureux s'il ne nous arrive rien de pire pendant notre voyage. Adieu, ma chère Marguerite. Soyez sûre que, par amour pour vous et pour moi-même, je n'irai pas témérairement au-devant du danger. Je serai froid, persévérant et prudent. Rappelez-moi à tous mes amis d'Angleterre, votre très affectionné Robert Walton. Je vais m'arrêter là pour cette première lecture de Frankenstein de Mary Shelley. Voilà, qu'il a écrit, rappelons-le, quand elle avait 19 ans, je crois. Je ne suis pas sûre. Est-ce que c'est indiqué? Oui, c'est ça, apparemment, quand elle avait 19 ans. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour la suite de Frankenstein. Je ne vais pas chanter ce soir, mais je reprendrai peut-être. Mais je ne veux pas que ce soit une obligation en fait, je le ferai quand j'en aurai vraiment envie.
Donc voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Et bientôt aussi une nouvelle aventure. Enfin, peut-être que elle aura eu lieu avant. Le temps n'a pas vraiment est très subjectif ici. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une douce nuit. Faites de beaux rêves surtout. Et à très bientôt.